Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coureurs du Dimanche. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers d'un athlète qui a choisi d'explorer les limites du corps, et surtout celles de l'esprit. Mon invité s'appelle Guillaume Briguet. Ultra triathlète, ancien consultant, aujourd'hui chef de projet dans la stratégie, il consacre près de 20 heures par semaine à l'entraînement, tout en menant une vie professionnelle exigeante. Une discipline impressionnante, surtout pour quelqu'un qui, enfant, n'était pas vraiment compétitif et a découvert l'endurance à l'armée. Dans cet épisode, on revient ensemble sur son année 2025, ce qui a bien fonctionné, ce qu'il a appris et comment il arrive à garder un équilibre entre charge mentale, sport et vie personnelle. Et puis on parlera aussi de ses projets pour 2026. Des triathlons de très longue distance, des défis créatifs, dont un triathlon complètement fou, du point le plus bas au point le plus haut d'un pays. Vous allez découvrir un athlète humble, structuré, passionné, qui voit le sport comme un moteur, un espace d'introspection. Et parfois, même, comme une thérapie. Je vous souhaite une très belle écoute. Et vous le savez, pour soutenir le podcast, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Le dimanche. Jour de repos ? Pas pour tout le monde. Il jongle entre le boulot, les enfants, les amis et les kilomètres. Bienvenue dans Coureurs du Dimanche, le podcast qui célèbre les héros ordinaires de la course à pied. Chaque mois, un invité, une histoire, une source d'inspiration pour vos sorties longues. Alors lacez vos baskets, montez le son et préparez-vous à courir avec nous. Mon cher invité, bonjour. Bonjour, salut Hugo. Comment ça va ? Ça va très bien. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es et d'où tu viens ? Alors avec grand plaisir, je m'appelle Guillaume Briguet. Je suis valaisan d'origine, mais on a parlé avant rapidement. J'ai jamais habité en Valais, j'ai grandi à Berne, j'habite maintenant à Zurich. Et c'est qui je suis, je travaille à 100%, j'ai une vie, on va dire, plus ou moins normale. Simplement que je fais en plus de ma vie, on va dire plus ou moins normale, pas mal de sport. Voilà, surtout dans le domaine de l'ultra-endurance. Tu fais donc du triathlon, si j'ai bien compris ? Ouais, c'est juste. Je fais du triathlon, j'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça, maintenant 3 ans. Ouais, j'ai fini ma 3e saison cette année, donc c'est pas du tout quelque chose que je fais depuis 10 ans ou bien 15 ans comme d'autres personnes. J'ai découvert ça assez sur le tard. J'ai été sportif toute ma vie, quoi, mais avec différentes activités sportives, pas obligatoirement du triathlon. Le triathlon, voilà, comme je l'ai dit, je l'ai seulement découvert il y a 3 ans, plus ou moins. Et comment est-ce que tu as découvert cette discipline ? Alors, en fait, comme je pense pas mal de triathlètes, je l'ai découvert par blessure. En fait, j'ai commencé un peu à faire de la course à pied. Et puis, pendant 2 ans, j'ai fait, enfin, je ne veux pas dire beaucoup de course à pied, mais j'ai fait quand même régulièrement de la course à pied. Et je me suis blessé plusieurs fois, typiquement des tendinites, parce que je faisais pas mal de choses pas comme on devrait le faire, je courais trop vite, pas à mon rythme, j'étais impatient, je voulais progresser trop rapidement. Et voilà, donc la conséquence que beaucoup de gens connaissent, c'est la blessure. Du coup, j'ai eu 2 tendinites et puis à un moment donné, je me suis dit, mais c'est pas possible d'être jeune, en forme et pas pouvoir m'entraîner. Du coup, j'ai commencé avec le vélo pour un peu alterner mes entraînements et à un moment donné, je me suis dit, mais si déjà je fais 2 disciplines, pourquoi pas ajouter une 3e et puis commencer avec le triathlon. C'est un peu comme ça que j'ai commencé. Donc par pur hasard ? Par pur hasard, ouais. Ouais. En fait, par alternative, quoi. En fait, j'aurais bien voulu faire un peu plus de course à pied, mais à cause des blessures, je pouvais pas vraiment. Du coup, je me suis mis au triathlon et puis j'ai découvert ça et puis beaucoup apprécié, quoi. Sinon, je le ferais pas. Si on revient sur ton enfance, est-ce que tu as pratiqué du sport quand tu étais plus jeune ou est-ce que justement tu as découvert le sport et puis peut-être le sport d'endurance sur le tard ? Non, j'ai clairement découvert le sport d'endurance sur le tard. Alors, j'ai toujours été sportif. On était une famille qui allait régulièrement marcher. J'ai toujours pas mal skié les week-ends. On allait faire de la randonnée. J'ai fait quasiment 10 ans de judo en étant jeune, mais vraiment jamais de compétition, quoi. Vraiment comme loisir assez classique. Ensuite, j'ai fait du foot pendant quelques années. J'ai commencé avec la musculation. Puis j'ai fait quasiment 10 ans de musculation, mais justement, pure musculation, puis
pas du tout de sport d'endurance. Ensuite, j'ai un peu découvert l'endurance quand j'étais à l'armée. Et c'est là où j'ai un peu pris plaisir. Et puis c'est en terminant l'armée, du coup, à plus ou moins 20 ans, que je me suis un peu plus mis au sport d'endurance. Donc c'est là que j'ai commencé un peu avec la course à pied. J'ai fait un peu de ski de rando, mais de nouveau, aucune compétition. Vraiment pur loisir, pur plaisir. Et puis c'est seulement quelques années plus tard où je me suis dit ça serait cool de me lancer un peu dans un challenge sportif. Et c'est là où je me suis inscrit pour la première fois, du coup il y a 3 ans, pour un Ironman. Ouais. Donc vraiment sur le tard, quoi. J'ai toujours été sportif, mais pas au niveau compétition, vraiment compétitif. La première année, on connaît rien du tout quand on pratique un sport. La deuxième, on a l'impression que c'est bon, on a plié le game, on sait exactement comment ça se passe, alors qu'en fait, on n'a absolument rien compris du tout. Je serais tenté de dire que la troisième saison, c'est peut-être la première saison où tu sais plus ou moins ce que tu entreprends. Comment ça s'est passé pour toi ? Ouais, c'est ce qu'on croit penser. Mais je dois dire, là aussi avec le triathlon, voilà, quoi, c'est 3 disciplines vraiment assez différentes l'une de l'autre. Donc en fait, c'est 3 sports que tu commences à apprendre, à connaître. Donc voilà, c'est dans 3 disciplines que tu commences à zéro. Donc la première année, tu connais vraiment rien du tout. Et puis j'ai même l'impression que maintenant, après 3 ans et puis quand même quelques milliers d'heures d'entraînement, ouais, il y a quand même encore beaucoup de choses que je connais pas. C'est ça la magie finalement d'un sport, c'est de découvrir et d'apprendre petit à petit. Ouais, c'est clairement ça. Et puis après, ça dépend aussi à quel point on aime apprendre. Moi, honnêtement, je suis très intéressé par ces aspects du sport, aussi la nutrition, la préparation, récupération, tous ces sujets-là. Donc ouais, j'ai aussi beaucoup de plaisir à apprendre tout ce qui va là autour. Mais je suis de loin pas un expert en la matière. Et puis j'ai encore beaucoup à apprendre. T'es un autodidacte donc ? Ouais, je pense, un peu. Tu fais pas appel à un entraîneur, Non. tu réalises des programmes d'entraînement tout seul et puis tu vas au feeling. Non, clairement, je pense que c'est peut-être pas obligatoirement l'approche la plus efficace. Mais j'ai toujours eu un peu, c'est peut-être une question d'ego, je sais pas, mais cette attente ou ce souhait, cette ambition d'apprendre par moi-même. Donc, même au niveau de natation, j'ai jamais pris, enfin, je dis maintenant dans le contexte du triathlon, jamais pris de cours de natation. J'ai pas de coach pour la course à pied, pour du vélo ou autre. Après, j'ai pas mal d'amis qui pratiquent aussi le sport, donc il y a quand même un échange qui se fait entre différentes personnes qui connaissent mieux ou moins bien les disciplines. Donc, on peut voir ça comme un peu un coaching ou bien, on va dire, on se challenge entre amis, comme ça, mais pas dans le sens classique d'un coaching, non. C'est laquelle la discipline où tu te sens le plus à l'aise actuellement ? Difficile à dire. Alors, je pense la discipline qui, pour moi, est je ne vais pas dire plus facile, mais où je pense que je me sens le plus à l'aise, c'est la course à pied. Même si c'est la discipline où je me blesse le plus rapidement. C'est quand même, je pense, ma discipline phare. Donc, je dirais la course à pied. Ensuite, le vélo, ouais, je suis pas un très bon cycliste, mais on va dire le vélo, c'est aussi relativement simple, aussi au niveau technique, etc. Il y a pas grand-chose à apprendre. C'est plutôt voilà, l'endurance pure et dure. Et puis au niveau natation, c'est là où la technique fait la plus grande différence. Et c'est là où, justement, j'ai jamais trop pris de cours. Donc, en natation, je suis OK, mais pas très bon non plus. Par contre, j'ai non plus pas une énorme ambition d'être très bon en natation, parce que quand on regarde les distances en triathlon, c'est toujours la distance la plus courte. Donc, si je prends l'exemple d'un Ironman qui dure, on va dire, plus ou moins 10 heures, la natation, c'est 1 heure. Donc, progresser 10% en natation versus progresser 10% en vélo, on gagne beaucoup plus de temps en vélo. Donc, c'est pas là où j'ai mon focus principal. T'es quelqu'un, on a l'impression, qui analyse beaucoup et puis, comme tu viens très justement de le dire, qui pondère quand même là où il va fournir le maximum d'efforts, plutôt justement le vélo et la course à pied que la natation. Est-ce que c'est une approche que tu emploies également au quotidien dans ton travail, ou c'est grâce au sport que tu as découvert cette manière de travailler ? Alors, je pense que grâce au sport, j'ai pu développer ça. Mais je pense que c'est un peu dans mon caractère en général. Je pense que c'est un peu dans ma nature de structurer les choses et de prioriser les choses. Après, bien sûr que, surtout en ayant des ambitions sportives, et puis justement aussi en étant, entre guillemets, obligé d'investir beaucoup de temps dans le sport pour pouvoir progresser, etc., je dois prioriser tous les jours. Donc, entre travail, vie privée, interaction sociale, entraînement, je dois toujours
voilà, ce skill de priorisation, c'est quelque chose qui m'accompagne tous les jours, vraiment au quotidien. Donc, c'est quelque chose que j'ai dû perfectionner ou que je dois encore perfectionner pour pouvoir justement trouver cette balance entre vie privée et puis entraînement. On va revenir sur ton année 2025. Là, on enregistre cet épisode, donc on est au début du mois de décembre. C'est un peu la période de tous les bilans. On regarde, on écrit ce qu'on a fait cette année, où est-ce que ça a été, où est-ce que ça s'est moins bien passé. Toi, qu'est-ce que tu retires comme bilan de ton année 2025 sportivement ? Alors, l'année 2025, pour moi, c'était une année assez intéressante. Alors, j'ai commencé avec le triathlon du coup en 2023. C'était ma première saison. 2024, deuxième saison. En 2024, je me suis mis beaucoup de pression. J'avais vraiment des nouveaux objectifs où j'ai réalisé que je m'étais mis beaucoup de pression, peut-être un peu trop de pression. Et en 2025, j'ai fait 2 événements, on va dire plus ou moins principaux comme ça au niveau sportif. Et puis c'était une année où je m'étais aussi mis comme objectif, alors bien sûr des objectifs sportifs, mais aussi comme objectif d'un peu moins mettre la pression au niveau de mes résultats. Et c'est super intéressant parce que je me suis plus entraîné que les années précédentes, un peu plus, mais mentalement la charge mentale était bien plus basse. Donc je pense que pour moi, mon learning principal de 2025, c'est qu'en fait, voilà, la pression qu'on se met soi-même, c'est pas obligatoirement une pression objective, parce que quand je vois le temps que j'ai investi dans le sport est plus élevé que les années précédentes, mais par contre, au ressenti, c'était beaucoup plus agréable. Donc je pense que ça, c'est mon learning, le principal de 2025, ouais. Et au niveau de la gestion peut-être des blessures, est-ce que tu as vu une différence ou alors même la fatigue, étant donné que tu étais peut-être un peu plus dans j'ai envie de faire que devoir faire par rapport à l'année 2024. Est-ce que tu as vu une différence aussi à ce niveau-là ? Alors, je pense qu'au niveau des blessures et de la forme physique, pas obligatoirement. Alors, bien sûr que, voilà, une année en plus, ça veut dire plus de temps d'entraînement déjà dans les pattes. Donc, le corps encaisse aussi mieux. Donc, on va dire, je sais pas, 900 heures d'entraînement l'année passée versus 900 heures cette année. Les 900 heures cette année, c'est plus facile pour moi, entre guillemets, parce que voilà, mon corps, il est plus habitué, plus résistant. Donc là, honnêtement, oui, je vois que les heures d'entraînement, je les encaisse plus facilement. Mais je remarque surtout la différence voilà, au niveau du mental cette année en ayant eu moins de pression que ouais, je suis plus pragmatique, je suis aussi moins stressé dans la vie de tous les jours. Quand je fais des trucs avec des amis, je suis moins rigide au niveau du timing. Si quelqu'un a 10 minutes de retard, c'est OK. Tandis que l'année passée, 10 minutes de retard, je me serais dit, ah mais voilà, ça serait 10 minutes où j'aurais pu m'entraîner plus. Et puis voilà. Donc je suis un peu plus relax cette année, clairement, ou j'ai été plus relax cette année. C'est un point que j'ai toujours trouvé extrêmement intéressant. Alors là, tu parles des interactions personnelles, mais il y a aussi peut-être au niveau du travail professionnellement où tu te rends compte qu'il y a des bénéfices que tu peux prendre en lien avec le sport et qui te permettent de prendre, ou en tout cas d'aborder le monde du travail avec davantage de philosophie, davantage de résilience, parce que c'est des mécanismes que tu as appris à développer dans le cadre de ton entraînement. C'est clairement ça. Alors, bien sûr que, alors peut-être que je pense que la plupart des gens qui écoutent ce podcast sont des gens qui sont aussi des sportifs, mais en étant non sportif, il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais voilà, qu'est-ce que le sport t'amène vraiment autre que le côté peut-être santé et puis voilà, endurance physique, mais en fait ça amène beaucoup plus. C'est comme tu le dis, c'est tout ce qu'on apprend en s'entraînant. Donc ça peut être, pour moi, l'entraînement, c'est aussi en partie un peu mon me time, donc du temps que j'investis, où je reflète, je me remets en question, j'analyse des choses, mais c'est aussi voilà, des skills qu'on apprend à perfectionner, comme la priorisation, d'être plus résilient, gérer des échecs, gérer des succès, la confiance en soi, tous ces sujets-là qu'on aborde tous les jours dans ces préparations qui amènent aussi clairement aussi une plus-value au niveau professionnel et aussi privé. Je pense que il y a aussi beaucoup de choses qu'on peut apprendre en faisant du sport, qu'on peut voilà, appliquer pas seulement dans sa vie professionnelle, mais aussi dans sa vie sociale. Entretenir des relations, toutes ces notions-là qu'on peut aussi apprendre. Ouais. Quand on s'entraîne,
environ 20 heures par semaine. C'est démentiel. Parce que forcément, après, il y a 3 sports. Donc moi, je m'entraîne 5-6 heures par semaine, mais c'est uniquement de la course à pied. Donc 3 disciplines, j'ai pas de peine à croire qu'on se retrouve à s'entraîner 20 heures par semaine. Comment est-ce que tu structures ou tu segmentes ta semaine, histoire de faire en sorte que chacun des 3 sports puisse avoir son propre slot dédié? Mhm. Ouais, c'est une bonne question. Après, je dis toujours, avec le triathlon, c'est clair que les volumes d'entraînement, ils sont beaucoup plus longs. Parce que comme tu dis, c'est 3 disciplines, c'est, on va dire, un impact physique qui est du coup aussi lissé sur des disciplines différentes. Donc, c'est plus facile d'avoir un volume d'entraînement plus élevé. Mais après, en effet, trouver du temps pour cet entraînement, c'est toujours une question de priorité. Hein, mais j'ai pas de coach, mais j'ai quand même, je me coach moi-même, entre guillemets. J'ai des principes d'entraînement, j'ai des lignes directrices par discipline ou pour mon entraînement en général. Donc en fait, je fais quand même un planning au niveau de mes entraînements toutes les semaines. Donc dimanche, je me prends un moment, ça peut être un quart d'heure, 20 minutes, où je suis ces principes d'entraînement et je structure ma semaine. Je regarde quand est-ce que je travaille, où est-ce que je travaille, est-ce que je suis plus ou moins à mon domicile, ou est-ce que j'ai des jours où je dois me déplacer, est-ce que le week-end je suis là où je fais des choses avec des amis. Et ensuite, basé, on va dire, sur mon temps libre, je regarde quand est-ce que je peux m'entraîner. Et puis ensuite, voilà, il y a une partie qui devient tout simplement une routine. Par exemple, pour moi, j'ai typiquement la natation, c'est quelque chose que je fais le matin. Donc, j'ai, on va dire, entre 3 à 4 entraînements de natation le matin avant d'aller travailler. J'ai la chance d'avoir une piscine qui est assez proche de chez moi. Donc après, oui, il faut se lever tôt, mais voilà, je peux faire ça avant d'aller travailler. Et puis ensuite, le soir, ça me laisse du temps pour m'entraîner soit en course à pied, soit en vélo, soit même les deux. Ça dépend un peu des jours et puis quand est-ce que je finis le travail. Donc, le principe pour moi, c'est vraiment le dimanche, je me prends un moment et puis je planifie la semaine. Autant professionnellement que pour ma vie privée, que pour le sport, quoi. C'est très intéressant cette notion de planification pour éviter cette charge mentale de se poser la question de à quel moment est-ce que je vais m'entraîner, surtout que tu as 3 disciplines, donc tu sais que tu as une marge de progression dans ces 3 disciplines. Si tu prends pas le temps pour te poser et puis pour écrire à quel moment dans ta semaine tu vas réaliser ces entraînements-là, j'imagine que ta semaine elle est assez cauchemardesque et puis tu te retrouves au dimanche soir en te disant mais finalement j'ai pas fait la moitié de ce que je voulais faire. Alors en effet, si je prends pas le temps de planifier, déjà je pense qu'il y a de grandes chances que ce volume d'entraînement avec mes entraînements, j'arrive pas à les caser, quoi, parce que j'oublie de le faire ou j'ai d'autres choses qui viennent qui sont plus importants. Et puis en plus, comme j'ai quand même des objectifs et j'ai quand même une certaine ambition au niveau sportif, si je sais pas quand est-ce que je vais faire quels entraînements pour atteindre mes objectifs de la semaine, que ce soit au niveau du volume ou des typologies d'entraînement, je me sens pas bien. Je sais très bien, ah zut, quand est-ce que je vais faire ça? Je ne suis pas calme, je ne suis pas serein. Donc, à partir du moment où j'ai pu m'asseoir, planifier, noter quel jour je vais faire quel entraînement, à partir de ce moment-là, je sais qu'il faut, entre guillemets, plus que je déroule ce plan, et puis c'est bon. Et ce plan, c'est voilà, un nouveau plan pour chaque semaine, des objectifs toutes les semaines, des objectifs chaque mois, des compétitions, etc. Et c'est seulement comme ça que je peux aussi atteindre des objectifs de 1 ou 2 courses par année, quoi. Ouais. Est-ce que t'es du genre, l'appétit vient en mangeant, ou est-ce que, entre guillemets, t'as déjà plus ou moins ton avenir à moyen, court terme qui est tracé en termes de compétition? Je suis quelqu'un enfin, c'est un peu de ma personnalité de structurer les choses. Donc, voilà, tu disais avant, on est début décembre 2025. En 2026, j'ai déjà mes 3 événements principaux, mes compétitions qui sont fixées. Et puis, en fait, j'ai même aussi déjà, au niveau professionnel, mes vacances qui sont posées pour toute l'année 2026. Donc, j'ai besoin un peu de cet objectif ou cette vision, on va dire, à moyen terme, que je dois logiquement ensuite après découper en plusieurs étapes pour pouvoir avoir un plan d'entraînement qui est assez clair et rigide. Donc, les entraînements comme je m'entraîne maintenant, en décembre 2025, je m'entraîne pour atteindre mes objectifs voilà, on va dire septembre 2026. Tu nous as dressé un peu le menu, donc on va aller directement dans ces fameux objectifs 2026. Qu'est-ce que tu as préparé pour l'année qui vient? Voilà, je l'ai dit avant rapidement, donc pour 2025, c'était un peu l'objectif de m'enlever un peu la pression. Et puis, j'ai l'impression que j'ai aussi pu un peu apprendre comment justement gérer ces attentes et cette pression que je me mettais moi-même. Et puis, actuellement,
je me sens à l'aise justement pour avoir une saison 2026 de nouveau un peu plus chargée que ce que je l'ai eu en 2025. Donc pour en 2026, je vais avoir 3, on va dire, événements principaux. Après, toujours encore des petits trucs à gauche, à droite, mais comme événements principaux, je vais avoir 2 courses officielles. Une plutôt en début d'année, début de saison, donc ça sera fin juin. Je vais avoir un format qui est un format un peu plus créatif que je crée moi-même, au mois d'août. Et puis ensuite, une deuxième course officielle début septembre 2026. Voilà, c'est les 3 événements principaux que je vais avoir l'année prochaine avec, comme idée de rester dans le triathlon, de rester dans l'ultra-endurance et puis de même, un peu prolonger les formats, de faire des distances un peu plus longues que ce que j'ai fait dans le passé. Tu as quand même 3 objectifs qui sont regroupés en peu de temps, hein, donc juin et septembre, sur quelques mois. Est-ce que sur tous ces projets-là, tu vas viser un record personnel systématiquement ou c'est plutôt des courses de préparation pour certaines et puis une qui doit vraiment se démarquer au niveau performance des autres? Alors, c'est 3 événements très différents. Donc, j'aurai aussi un entraînement plus ou moins spécifique pour chacun de ces événements. Et puis, comme c'est des événements qui sont quand même très différents les uns des autres, les objectifs sont aussi assez différents. Alors, bien sûr que je vais toujours essayer de chercher le meilleur temps possible et puis un record personnel. Mais après, ça sera tout des distances ou des formats que j'ai jamais fait dans le passé. Donc, j'ai pas encore de meilleur temps pour moi. Le premier événement, ça sera une course, ça sera un quadruple ultra triathlon. Donc, en fait, c'est 4 Ironman lissés sur 4 jours. Donc, en fait, c'est un Ironman par jour, 4 jours de suite. Donc là, c'est une intensité assez élevée. Mais dans le monde de l'ultra, je peux dire, entre guillemets, c'est qu'un Ironman par jour. Donc, typiquement, la dimension sommeil ne pose pas trop de problème parce que je commence, mon Ironman à 8h du matin. À 18h, j'ai terminé. Donc, j'ai une nuit de sommeil, une nuit de repos entre deux. Donc là, c'est, un focus principalement sur une intensité assez élevée. Donc, mon entraînement va aussi un peu être en fonction justement de cette intensité. Et puis, bien sûr, j'ai aussi des objectifs pour cette course-là. J'ai comme objectif de gagner, bien sûr. C'est une compétition officielle, donc de gagner, mais aussi de battre le record du monde qui est, je pense, assez atteignable. Ah ouais, donc une certaine ambition quand même pour cette compétition-là. Comment est-ce que tu vas préparer ce genre d'épreuve-là? Alors, je pense que l'objectif... Alors, il y a quand même un socle commun pour tous les événements que je fais. Et pour moi, typiquement, c'est un volume d'entraînement qui est élevé. Donc, si j'investis, beaucoup de temps juste au niveau de heures d'entraînement, indépendamment de la spécificité des entraînements, il y a quand même un socle, une base qui est applicable pour tous les entraînements, que ça soit pour toutes les compétitions, pardon. Que ça soit un Ironman simple, un double, un triple, un DK, des courses, je sais pas, en montagne ou autre, ça sera quand même une base qui va être applicable toujours. Ensuite, il y a, un calibrage peut-être un peu différent selon le format de la course. Donc, typiquement pour cet événement-là, où l'intensité est quand même un peu plus élevée, je vais essayer d'avoir quand même, 4 à 5 entraînements par semaine, où j'essaye aussi d'amener une intensité plus élevée. Ce que j'ai typiquement moins sur une course, l'année d'avant, j'ai fait un triple Ironman, mais continu. Donc ça veut dire en fait c'est la triple distance. C'était 11,4 km de natation, suivi d'un 540 km de vélo, et ensuite 126 km de course à pied, mais en une traite. Donc ça veut dire je peux dormir quand je veux, mais la course continue, le temps continue. Donc là, typiquement, l'intensité est moins importante. Par contre, c'est plus la résilience, le fait de ne pas se blesser qui sont plus importants. Donc là, le focus sera plus le volume, tandis que pour cette course que je viens de te dire avant, que je planifie pour début de la saison de l'année prochaine, c'est un peu plus l'intensité qui prime. Et à côté de ce ultra triathlon, tu avais mentionné un projet plus personnel, donc totalement éloigné, je dirais, en tout cas a priori, tu vas nous en parler, donc on verra bien si c'est éloigné aussi de cette notion de compétition, mais quand on entend projet personnel, on a quand même l'impression que c'est de nouveau un me time où tu vas être en pleine introspection, donc
il y a quand même une immense différence entre ces deux projets-là. Pourquoi ce projet-là après ce gros défi? Alors, c'est principalement... En fait, au niveau compétition, j'ai, on va dire, 2 gros défis l'année prochaine. J'ai ce quadruple Ironman où je fais 1 par jour. Et ensuite, à la fin de saison, je prévois faire un DK continu. Donc, ça veut dire 10 fois la distance Ironman, mais sans pause. Donc, 38 km de natation, 1800 km de vélo, suivi par 422 km de course à pied. Donc c'est une course qui dure plusieurs jours. Le record du monde actuellement, il a un peu plus de 7 jours. Donc là, de nouveau, l'intensité n'est pas importante, mais c'est pas de se blesser, gérer le sommeil, etc. Donc ça, c'est les 2 compétitions officielles que je fais qui ont quand même, ça reste du triathlon, ça reste de l'ultra, mais quand même des caractéristiques assez différentes. Et puis ce troisième événement qui est justement un événement un peu que j'ai défini moi-même, que j'ai créé moi-même, c'est une idée qui m'est venue, c'est un projet un peu plus créatif, où en fait, ça va être un double Ironman, donc 2 fois la distance Ironman, sans pause, donc en fait avec les doubles distances d'un Ironman. Et puis en fait c'est un projet un peu plus créatif parce que ça me permet aussi de planifier moi-même, d'avoir toute cette dimension organisationnelle et puis de communauté que j'ai pas sur des compétitions. Sur les compétitions, j'arrive, le cadre est clair, la course est claire, le tracé est clair. Alors oui, j'ai besoin d'avoir une équipe de support, mais sinon le reste c'est tout organisé. Là, sur une course que j'organise moi-même, pour moi-même, je dois définir le tracé, je dois définir toute la logistique autour, et puis c'est un grand boulot, mais c'est super intéressant et ça me passionne. C'est pour ça que je voulais aussi avoir un défi un peu personnel. Et ce défi, ça sera du coup une distance double Ironman du point le plus bas d'Europe jusqu'au point le plus haut d'Europe. Donc en fait, du coup, ça se fera en France. La natation se fera dans la mer, avec 7,6 km de natation. Ensuite, je remonterai direction Suisse, voilà, direction le nord en vélo, en faisant 360 km de vélo. Et je termine du coup avec 2 marathons, donc 84 km de course à pied, où je commencerai... pas très très loin de Chamonix, puis la deuxième partie, ça sera donc Chamonix, Mont-Blanc et retour à Chamonix. Donc du coup, je termine quasiment où je passe par le point le plus haut d'Europe qui est le Mont-Blanc. Donc il y a une dimension logistique, planification, et puis il y a du coup aussi une grande différence au niveau du terrain pour la course à pied, qui est en fait voilà, une partie, une vingtaine de kilomètres qui sera de l'alpinisme, quoi. Donc, officiellement, ça rentre dans la partie course à pied, mais c'est de l'alpinisme. Traverser, entre guillemets, la France, que ce soit en nageant, à vélo ou en courant, c'est une superbe idée. Tu parlais de l'aspect logistique. J'imagine que tu vas pas réussir à faire ça tout seul. Sinon, j'imagine qu'en termes de charge mentale, c'est juste monstrueux. Donc, tu as prévu d'impliquer combien de personnes autour de ce défi perso? C'est une bonne question. Alors, pour tous mes défis, même pour les courses organisées, on a toujours normalement en tant qu'athlète une équipe de support. Après, voilà, peut-être que c'est 2 à 3 personnes. Là, ça sera clairement plus. Comme j'ai pas encore planifié, j'ai pas encore terminé ma planification, c'est difficile de te donner une réponse, mais je pense que ça va être un événement qui va durer quasiment 50 heures. Je vais avoir besoin d'une équipe de support en voiture pour les points de ravitaillement, aussi pour la sécurité, pour pouvoir dormir quelque part, pour du coup les zones de transition, je vais devoir me changer, ou du coup le vélo doit avoir la place dans la voiture, etc. Donc en tout cas une voiture, si ce n'est pas 2, et je pense devoir impliquer 5-6 personnes, sûrement. Ouais. Donc j'ai besoin de 5-6 personnes, amis, famille, qui auront envie de m'accompagner. Mais je dois dire, jusqu'à maintenant, j'ai toujours été très chanceux d'avoir eu des amis et puis des membres de la famille qui étaient super, qui m'ont toujours super bien soutenu, puis qui étaient là pour mes courses. Et puis voilà, un fans club un peu privé qui m'a toujours bien aidé, puis supporté, soutenu aussi pour la logistique. Donc je suis assez confiant de trouver ces personnes. Quand on entend parler de tes défis, de la manière dont tu structures tes entraînements, on a un peu de peine à croire que ça fait que 3 ans que tu as débuté le sport, mais je pense que l'origine de cette structuration et de cette organisation, elle est bien antérieure à ton passé sportif. Mais j'imagine que maintenant,
mais pleinement, en tout cas, à disposition du sport, tes compétences organisationnelles, structurantes, etc. Et puis, tu as une telle détermination quand tu parles de tes défis qu'on a l'impression que tu es déjà sur la ligne d'arrivée. C'est vraiment un truc de fou. Tu as aussi ce côté projection quand tu penses à un défi où tu y vas étape par étape et puis tu passes à la projection le jour même de la course et pas avant. Alors, mais c'est vrai que mentalement, avant de commencer mes entraînements, je veux déjà savoir où je vais aller. Donc, en fait, mes objectifs de l'année prochaine, moi, je les définis en automne, l'année précédente. Comme ça, je sais quels sont mes objectifs, je sais quelles sont les étapes, je pense savoir quelles sont les étapes pour pouvoir arriver là-bas, et c'est comme ça que je planifie ma saison. Donc, c'est vrai que mentalement, en fait, quand je commence mes entraînements pour un objectif, dans ma tête, j'ai déjà visualisé et préparé la majorité de ce qu'il faut pour arriver là. Et honnêtement, c'est aussi ce qui m'aide parce qu'au niveau des entraînements, il n'y a pas toujours tout qui fonctionne bien. On a toujours des échecs, des problèmes sur le chemin, mais c'est seulement si je suis serein que en fait, mon plan pour y arriver tient la route et puis en pensant en petites étapes que je sais que c'est faisable. Honnêtement, si tu me demandes aujourd'hui, est-ce que je vais réussir à faire un DK Ironman qui va me prendre, je sais pas, 8 jours, j'en ai absolument aucune idée. Par contre, je suis confiant que si je déroule le plan comme je l'ai prévu pendant ces prochains 10 mois, que la probabilité est assez élevée que j'arrive, oui. Et ce côté apprendre de manière itérative, ça c'est quelque chose qui est extrêmement précieux pour quelqu'un qui débute dans une activité sportive ou même dans le monde du travail, c'est d'être en mesure d'apprendre de ses erreurs, au moins essayer de faire les choses différemment, répéter sans cesse les mêmes choses en espérant avoir un résultat différent. C'est juste de la chance, alors que toi, tu es plutôt du genre à visualiser, si tu te trompes, tu modifies quelque chose et tu regardes ce que ça donne. Tout à fait, et puis je pense que c'est comme chaque objectif qu'on se fixe dans une vie, hein, c'est pas... je sais pas, est-ce qu'un président s'était dit très tôt dans sa carrière qu'il allait vouloir devenir président? Non, je pense pas. Je pense que on a des objectifs intermédiaires, on a des étapes, des objectifs intermédiaires qu'on essaye d'atteindre en atteignant un objectif intermédiaire, un deuxième, un troisième. C'est ça au final qui va nous mener à cet plus grand objectif qui au final sera peut-être aussi seulement un objectif intermédiaire. Donc c'est clairement que comme ça qu'on peut aussi progresser dans la vie, parce qu'en réalité il n'y a pas vraiment d'objectif final, quoi. C'est une chose et une autre et on continue à apprendre. Et surtout si on se fixe des objectifs trop grands, ça peut nous démotiver. Jamais, quand j'ai commencé avec le triathlon, je me suis dit « Ah, je vais faire une fois un DK Ironman ». Non, parce que déjà, un Ironman, ça me paraissait énorme. Et même un Ironman, ça me paraissait quasiment impossible. Et voilà, c'était mon premier objectif de faire un Ironman. J'ai structuré, j'ai essayé de faire j'ai fait un semi-Ironman en me préparant, ensuite un Ironman, ensuite un triple, et voilà, maintenant je suis au DK. Et puis, qui sait ce qui viendra dans le futur, mais voilà, il faut avoir des objectifs intermédiaires pour pouvoir atteindre des objectifs un peu plus grands. C'est aussi ça une des clés, donc, d'après toi, pour continuer à rester motivé, à se lever à 5h du matin pour aller s'entraîner, c'est de se fixer des objectifs à moyen, long terme pour toujours avoir quelque chose auquel se raccrocher dans les moments difficiles. Oui. Parce qu'en effet, quand quelque chose se passe pas bien, quand les entraînements ou bien, on va dire, la progression au niveau de l'entraînement se passe pas bien, on se dit mais c'est impossible que je vais réussir à atteindre cet grand objectif. Par contre, si on se met des objectifs un peu plus petits et puis qu'on réalise que ces petits objectifs, on arrive à les atteindre, et si on les a bien planifiés, on voit qu'en atteignant ces petits objectifs, on arrivera au final à cet objectif final, quoi. Et puis pour moi c'est exactement ça. Alors j'ai cet objectif ou ces objectifs l'année prochaine, mais alors oui, j'y pense tous les jours, mais quand je me réveille le matin, mon objectif c'est d'aller faire ma natation le matin, de finir mon heure d'entraînement, d'aller m'entraîner le soir, de faire 1 heure, 2 heures, 3 heures d'entraînement le soir, mes fractionnés, de réussir à faire mes 10 sessions ou 10 itérations de fractionnés. Mon objectif du jour, c'est ça. Ça se termine là. Je ne pense pas plus loin. Et c'est seulement en atteignant ces petites étapes que j'arriverai à progresser.
Tu dirais quoi à quelqu'un qui hésite à se lancer un défi en cette année 2026, parce que ce sera le premier épisode de Coureur du Dimanche de 2026 qui sortira mi-janvier. Donc il y a quelqu'un qui est assis sur son canapé ou alors sur son home trainer et puis qui hésite à se lancer un objectif pour cette année. Tu lui dirais quoi pour que ça fasse un méga kick dans son arrière-train pour qu'il se lance? Ouais, alors je pense que honnêtement, on sous-estime le nombre de choses qu'on peut apprendre sur soi-même, sur sa personnalité et à quel point ça peut avoir un impact positif sur notre vie de sortir de sa zone de confort. Donc un défi, indépendamment que ce soit un défi sportif ou un autre défi, ça peut être, je sais pas, de prendre 3 fois par semaine une douche froide, c'est aussi déjà un défi. Mais on sous-estime l'impact global, holistique que ça peut avoir sur notre vie. De tout simplement sortir de sa zone de confort, d'apprendre, de se prouver qu'on est capable de faire des choses, d'augmenter cette résilience qu'on a pour nous-mêmes. Donc honnêtement, de se fixer des défis et de les atteindre, c'est un vrai levier pour notre vie de A à Z et pas seulement pour l'aspect sportif. Je te remercie 1000 fois, Guillaume, d'avoir partagé ta passion et tes inspirations, tes objectifs pour cette année 2026. Je vais regarder comment faire pour permettre aux gens qui ont écouté cet épisode de suivre tes défis, parce que j'ai pas l'impression que c'est les défis les plus médiatiques, mais en tout cas, je te suivrai de très très près. Je te souhaite une merveilleuse année 2026 et puis tout le bon pour tes merveilleuses aventures. Super sympa. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Merci beaucoup à toutes les personnes qui écoutent et puis qui me soutiennent sur mon chemin. C'était un grand plaisir de parler avec toi et d'avoir fait ta connaissance. Et puis je vous souhaite à tous une bonne année et puis j'espère une année avec plein de défis et puis plein de positivité. Merci d'avoir écouté Coureur du Dimanche. Si toi aussi tu as une histoire forte liée à la course, un défi, une galère, une renaissance, un moment fou, viens me l'envoyer. Les récits des coureurs comme toi font vivre ce podcast. À très vite et continue à courir au-delà du mur.